Canal 2 International, votre télévision, vous présente Canal Presse. L'actualité à travers le regard de vos différents quotidiens. Bonjour madame, monsieur, merci de vous savoir nombreux devant votre petit écran. C'est Canal Presse qui démarre tout de suite maintenant. Voici le sommaire développé et détaillé par Ghislain Pierre et Sono. On se retrouve juste derrière pour la suite du programme. Et les CAM, comme en classe supérieure, bien d'observateurs lui prêtent de bonnes intentions s'agissant de la gestion jusqu'ici du processus en cours au Cameroun, du moins pour ce qui est des candidatures. Bonne ou mauvaise, c'est sous une loi que la structure régente. Et après le dévoilement la semaine dernière de ces 9 élus, voici venu le temps de recours dûment formulé par des papas aux prétentions légitimes, le reste sans changement. Car on a bien vu qu'il y a eu des candidatures fantaisistes, sans qualité et un peu fauchées. Certains Camerounais se sont portés candidats en sachant pertinemment qu'ils ne justifient ni des 300 signatures requises, ni d'un élu du parti qui les investissait alors. Passons et portons-nous au présent de l'indicatif. Et ça se passe plutôt au Conseil constitutionnel qui connaît des 12 recours, pas moins. Et sur le terrain de l'immatériel, on voit bien qu'on est monté en puissance dans les états-majors des partis qui font usage des réseaux sociaux tout en impliquant la presse. Chapeau à ces nombreux confrères ou anciens confrères qui font corps avec les 10 états-majors. La campagne s'annonce chaude et relevée, même si le mutisme reste entier sur les projets des sociétés. On prépare, je crois, les stratégies en vue de la guerre non martiale des idées. Puis va se poser le problème des financements, sauf à considérer que la coalition Cabral-Mouna-Kamto va aboutir. Vous y croyez? Je répète, est-ce que vous y croyez? Elle respire à nouveau un air de liberté. Mama Pasto est libre aux côtés de 799 autres Ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara est bon et gentil. Et c'est, dit-on, légendaire chez le chef de l'État ivoirien qui a pris une ordonnance aux allures de réconciliation nationale. Mama Simone Babro n'a cependant pas changé de discours à l'écoute de son premier discours de remerciement. À 2 ans de la fin de son mandat, Alassane Dramane Ouattara, l'homme de Cocody, d'Abobo et de Yopougon, tient à un héritage politique qui va devoir passer même par le recollage des morceaux. Mais c'est aussi une communication en direction de Konan Bédié, son ex-ami qui risque de rallier le camp Gbagbo, ce qui le mettrait alors en mal aujourd'hui et demain. Simone est free, qu'en sera-t-il de Laurent? Nous voulons bien savoir jusqu'où peut aller Alassane Dramane Ouattara, qui a déjà annoncé sa retraite politique à l'horizon 2020. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Voilà, merci Ghislain Pierre et Sono. Tout de suite, on accueille à présent les différents panélistes qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau. On accueille d'abord le ministre de l'Éducation du ministère de Shadow, cabinet de SDF, Jean Takougan. Jean Takougan, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous accueille avec cette information en perspective. Va-t-on ou doit-on tout simplement couper les réseaux sociaux durant cette présidentielle? En Afrique centrale, j'ai souvent entendu qu'on coupait les réseaux sociaux quand on luttait contre Boko Haram. À moins qu'on ne considère dès le départ que cette élection présidentielle est une manifestation de Boko Haram. Sinon, je ne vois pas pourquoi. C'est plutôt en ce moment-là que les réseaux sociaux doivent être beaucoup plus actifs. C'est en ce moment-là qu'on doit nous donner le haut débit. Et puis quand on parle de réseaux sociaux, les gens ne comprennent pas. On veut parler d'Internet. Or, nous sommes tellement habitués à Internet. Internet est devenu un outil de travail pour nous de telle manière que personne ne peut oser nous couper Internet. Parce que nous payons et ça doit se faire partout. Et puis, en fait, si on coupe lors des élections, ça veut dire qu'on a peur de quelque chose. Et nous ne serons pas prêts à accepter des résultats qui nous sont défavorables si les gens ont coupé Internet lors de l'élection. Parce que chaque jour, nous voulons avoir
à l'instant même, les résultats que nous avons obtenus dans les bureaux. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un peut couper s'il n'a pas derrière sa tête d'autres idées qui ne sont pas catholiques. Même si les réseaux sociaux peuvent porter une atteinte à l'ordre public, peuvent créer un soulèvement pour vous, il n'y a pas de mesures préventives pour canaliser tout cela? J'ai l'impression que pour nous qui allons aux élections, nous sommes des hommes responsables. Parce que si nous sommes des hommes responsables et puis vous ne pouvez pas donner des chiffres qui vont être démentis quelques heures après, nous sommes des hommes responsables et je crois que si après, vous avez donné une information qui n'est pas normale, vous en répondez. Vous en répondez. Moi, quand je donne une information, je suis prêt à en répondre. Même ici, tout ce que je dis ici, je suis prêt à assumer les conséquences. Donc, on ne veut pas nous... Ça, c'est continuer à nous infantiliser. C'est comme si, lorsqu'on nomme quelqu'un, il arrive au pouvoir, il se voit déjà investir la science infuse et il trouve que c'est lui qui peut choisir ce que nous devons lire, il peut choisir ce que nous devons écouter, il peut choisir notre manière de réfléchir et la manière de parler. Je crois que le parti unique est terminé. Merci Jean Takougan pour votre première intervention. Deuxième invité sur ce plateau, professeur Kou Vondo, président du parti politique d'Univers. Kou Vondo, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Boubangomouna, merci pour cette invitation qui arrive pour la première fois après près de 12 ans d'existence de votre émission, au point où je me suis posé la question, celle de savoir si j'étais persona non grata pour cette émission. Pourtant, Kou Vondo, pour parler de moi-même, je suis un ami de Canal 2. Et je me suis donc posé la question, peut-on être l'ami de Canal 2 et être indésirable pour cette émission de grande écoute? Votre invitation est venue me réconforter en demandant au fond de moi-même ce que je pensais. Eh bien, merci donc pour cette invitation. Bonjour aux téléspectateurs qui, pour l'occasion, sont aussi les miens. Il n'y a pas plus qu'un démenti que votre présence sur ce plateau. La preuve, vous êtes là aujourd'hui. Et merci de me faire l'honneur de répondre à notre invitation. On reste toujours dans les réseaux sociaux. Cette fois, on parle de fake news avec cette fameuse vidéo tournée dans la partie septentrionale du pays, attribuée à nos forces de maintien de défense dans la lutte contre Boko Haram. Quelque temps après enquête, on va dire que les responsabilités sont définitivement établies et les personnes impliquées sont aux arrêts. Comment avez-vous accueilli cette information cette semaine? Vous parlez de fake news. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui est celle de savoir de quel côté viennent les fake news. De quel côté sont fabriquées les fake news. Il n'y a plus de doute là-dessus. Et pour ne prendre que le cas que vous présentez sur la table aujourd'hui, c'est M. Issa Chiroma, ministre du gouvernement actuel en charge de la communication, qui a inventé le fake. C'est-à-dire qu'il est venu nous dire que ce que nous voyons qui circulait et qui continue à circuler sur Internet étaient des images provenant du Mali et que les soldats qui apparaissaient là étaient loin d'être des soldats camerounais. Il a fait une démonstration ô combien magistrale pour nous induire en erreur, pour induire l'opinion en erreur, en s'attaquant même à un pays ami comme le Mali. Cela est regrettable. Mais revenons aux faits. J'aimerais que les uns et les autres comprennent que lorsque nous venons sur les plateaux, lorsque nous critiquons, lorsque nous dénonçons, c'est parce que nous aimons notre pays. Et ceux qui sont au pouvoir, j'ai le sentiment qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à se battre et à aimer le Cameroun. Je suis convaincu que nous aimons le Cameroun mieux qu'eux. Et l'armée camerounaise dont il s'agit, nous l'aimons autant que nous aimons notre pays, le Cameroun. Ceux qui sont dans l'armée, notre armée, ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos cousins. Lorsqu'ils sont au front, nous sommes de tout cœur avec eux. J'espère que ceux qui sont au pouvoir en ce moment le savent. Je ne peux pas vous dire combien de parentés et d'amis j'ai dans l'armée. Mais il faut aussi savoir que, comme dans tout groupe humain,
je voulais dire, comme dans tout troupeau, on trouvera toujours des brebis galeuses. Et lorsqu'on aime son troupeau, lorsqu'on aime le groupe humain dont il s'agit, eh bien, il faut pouvoir dénoncer ceux qui ont des écarts de comportement. Et c'est ce qu'ils, les gouvernants, en commençant par les généraux et ceux qui sont chargés d'encadrer ces jeunes que nous envoyons au front, ils auraient dû dénoncer cela depuis. Il a fallu que, non pas un fake news, mais une vidéo vraie vienne dénoncer pour que le gouvernement prenne la chose à bras le corps. Le ministre Issa Chiroma est venu nous dire qu'il s'agissait d'un fake news. Mais je me souviens que sur un plateau de télévision où j'étais appelé à affronter les turéféraires du régime au pouvoir, nous en avons débattu. Je leur ai dit qu'il y a quelque chose de contradictoire dans l'attitude du ministre de la Communication. Il ne peut pas nous dire au même moment, dans ces démonstrations, qu'il s'agit des soldats maliens, qu'en tout cas, il ne s'agit pas de soldats camerounais, mais en même temps, nous dire que sa haute hiérarchie a ordonné une enquête. De deux choses l'une, où l'enquête a déjà été faite et les vérités établies, ou alors on devait rester au moins dans le doute cartésien. C'est pour cela que j'entends ici dénoncer ces intellectuels camerounais, qui d'ailleurs s'étaient été avec moi sur le plateau, qui se sont départis de la méthode de Descartes que nous avons appris dans nos humanités, le doute cartésien. Face à une réalité, on s'élève d'abord au niveau du doute et on ne prendra pour vrai que lorsqu'au moins une enquête aura déjà été établie, la véracité des faits et les responsabilités des uns et des autres. Si vous me permettez, j'ai envie d'envoyer un petit message, aussi bien à M. Chiroma qu'à ces intellectuels camerounais, qui sont les turéféraires de ce régime. Je leur demande de faire attention. C'est un régime que je connais très bien dans ses méthodes, dans ses mesquineries. La méthode de ce régime, quand il s'agit de détruire des individus, c'est quoi? On vous affame d'abord pendant un certain temps, vous maigrissez. Après un moment, on vous donne à manger, et abondamment à manger, mais seulement dans la nourriture qu'on vous donne, on y insère une pilule qui va vous amener à vomir. Et lorsque la pilule vous fait vomir, vos vomissures sont sur le tapis, on vous oblige à avaler vos propres vomissures. Et lorsque vous êtes ainsi... Vous ne savez pas dire que c'est le cas là maintenant. C'est ça qu'il s'agit. Monsieur Issa Chiroma est en train déjà d'avaler ses propres vomissures. Owonangini, mon jeune collègue à l'université, est en train d'avaler ses vomissures. Même ses excuses, en s'excusant. Oui, c'est ça qu'on appelle amener quelqu'un à avaler ses vomissures. Et j'ai envie de dire que dans cet engrenage, dans ce cercle vicieux, il n'y a qu'une porte de sortie. Laquelle? Et cette porte-là, elle va s'ouvrir le 7 octobre 2018. Et Issa Chiroma et les autres ont intérêt à prier Dieu pour que Biya ne soit plus là et que Cabral Libye soit porté la tête de l'État. Cabral Libye au moins pourra les faire sortir de cet engrenage dans lequel ils sont enfoncés. Merci Kouvodo. L'heure de la campagne viendra pour que vous puissiez dérouler votre plan de campagne. Pour le moment, nous sommes sur Canal Presse. On accueille le troisième invité, pas des moindres, sur ce plateau, Limbi Lobert. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Kouba. Vous êtes parti de Douala très tôt ce matin, Dieu merci, vous êtes arrivé. Mais on va parler de l'Arcelou, Yaoundé, Douala, avec le casse-tête des bus. Comment comprendre cela en 2018? Bon, il m'a été donné de voir ces bus-là qu'on est en train de changer. Le sentiment que j'ai, c'est que le travail n'avait pas été fait à la dimension des exigences techniques. Parce que le niveau de corrosion de cette tôle qu'on enlève là montre très bien que leur galvanisation, bon, c'est des termes techniques, parce que c'est de l'acier qu'on doit recouvrir d'une couche de zinc pour l'empêcher de rouiller. Exactement comme vous voyez les pylônes de haute tension, elles sont blanches là. Il s'agit d'un traitement spécial qui les protège contre l'oxydation. Donc, moi je vois par exemple à Douala, certaines bus qui sont là depuis plus de 50 ans, qui sont en acier galvanisé. Je suis surpris que pour une route comme ça,
on en soit à avoir des effondrements à la suite d'une trentaine d'années d'exploitation. Ça veut dire que peut-être que la maladie chronique de notre pays qu'il nous faudra nous évertuer à soigner était passée par là. Qui est laquelle? Qui est la corruption, qui n'a pas toujours favorisé que les marchés publics, les commandes qui sont payées à prix d'or correspondent effectivement à ce qui a été demandé. Bon, j'ai le sentiment que maintenant, on a préféré des ouvrages en béton armé. Je sais que ça sera plus durable que ce qui avait été fait. Donc, ça va passer. C'est une crise de compétences. Les gens qui étaient chargés de contrôler les travaux, de la qualité des accessoires utilisés, n'ont certainement pas bien fait leur travail. Tout le monde savait qu'il s'agit d'une route de grand trafic. Tout le monde savait le sol dans lequel ces ouvrages, ces accessoires, ces bus sont posés. Tout le monde devait donc... et puis, on a des gens pour savoir comment dimensionner ça. Il n'y a pas de raison que 30 ans après, on en soit à des accidents de cette sorte. Bon, mais c'est fait. Ce qui importe, moi, je ne suis plus tellement dans la logique des dénonciations ou de vouloir prouver que ce pays est mal gouverné. Tout le monde sait que ce pays est mal gouverné. Vous allez même dans les fins fonds des villages, les gens ressentent les effets de la mauvaise gouvernance. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est comment on en sort. Comment sortir de là en changeant l'ordre politique qui est porteur des germes de cette mauvaise gouvernance. Et j'ai le sentiment que nous ne sommes pas en train de bien nous comporter pour sortir de cet état de choses. Donc, le RDPC qui est à l'origine et ses alliés, M. Bello Bouba, Issa Chiroma dont on parle, etc., le RDPC qui est à l'origine de cette mauvaise gouvernance-là risque de rester là, pas parce qu'il est bon, pas parce qu'il gouverne bien, mais parce que nous qui voulons le changer, nous nous comportons mal. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené ici à Yaoundé. Je sors de mon propos en disant à nos militaires, quel que soit ce qui peut être sur le terrain, les situations auxquelles ils peuvent être confrontés, je ne m'intéresse pas beaucoup à l'exploitation avec les fake news et les turiféraires du régime qui parlent souvent trop vite, etc., alors que parfois il faut prendre un peu de recul. Mais je parle aux soldats eux-mêmes. Si c'est pour nous qui sont sur le terrain, et je crois que c'est pour nous qu'ils sont sur le terrain, ils doivent savoir ce que nous on attend d'eux. Ils doivent savoir, sinon on serait dans un paradoxe. Ils sont sur le terrain pour nous, mais ils ne s'occupent pas de nous. Ce serait un paradoxe. Je crois qu'ils sont sur le terrain pour nous. Je crois que de tout cœur et en tout état de conscience, ils travaillent pour nous. Mais ils doivent savoir ce que le peuple camerounais a dit. Dans la Constitution, le peuple camerounais dit que toute personne a droit à la vie, donc y compris les malfaiteurs, et à l'intégrité physique et morale. Ça, c'est ce que le peuple camerounais dit. Personne, même le président, n'a pas le droit d'ordonner qu'il se passe des choses qui sont contraires à ceci. Le peuple camerounais dit que elle, la personne humaine, doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, il n'y a pas de cas où on devrait transiger. Constituant camerounais dit en aucun cas, elle, la personne humaine, ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voilà la volonté du peuple camerounais. Il faut donc que les grands officiers, les grands soldats, le grand commandement de l'armée, le chef de l'État lui-même, veillent à ce que la troupe, qui n'est pas dispensée de se soumettre à la Constitution, respecte scrupuleusement ces dispositions-ci. Si tel était le cas, bien sûr, comme disait Koumfondo et peut-être vous-même, on aura toujours des gens qui ne savent pas ça et qui croient que par la terreur, ils sont en train de nous rendre un service. Le professionnalisme dont nous attendons, c'est justement d'être dans ces situations très difficiles,
de faire face à des bandits qui n'ont pas de formation et d'être à la hauteur en nous donnant l'intime, en faisant en sorte que nous ayons le sentiment que eux, nos militaires, sont formés. Ils dépassent donc les autres. Merci Abel Limbi Lobet, quatrième invité sur ce plateau, directeur de publication Mutation, Georges Alain Bohimo. Georges, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à mes copanélistes que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonjour également à tous les téléspectateurs de Canal Presse. On reparle de la crise anglophone avec les populations du Sud-Ouest qui pensent que depuis la nuit des temps, elles sont victimes des poussées hégémoniques de leurs frères et sœurs du Sud-Ouest. Hier, ces populations du Nord-Ouest se sont réunies ici à Yaoundé pour trouver des voies et moyens de sortie des crises par rapport à cette situation. Pour eux, il s'agit de combattre les sécessionnistes et leurs sponsors. Comment avez-vous accueilli cette initiative? Bon, je dois avouer que ce n'est pas la première fois que j'entends ce postulat-là. Il y a à peu près un mois, Mutation a envoyé un reporter du côté de Boya et il lui a été effectivement rapporté que ce sont les gens du Nord-Ouest qui tiennent à ce que la crise s'embrase du côté du Sud-Ouest pour donner la connotation de crise anglophone à la situation qui est vécue dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. On ne va pas peut-être avoir un jugement définitif sur la question, mais on peut au moins mobiliser l'enchaînement des faits. On a bien constaté que c'est dans le Nord-Ouest, à Bamenda précisément, que la crise a pris son envol avec les manifestations des avocats, des enseignants. Les premiers morts ont même été enregistrés dans le Nord-Ouest. Mais à un moment donné, il y a eu comme un effet de contamination, un effet de contagion du côté du Nord-Ouest qu'on n'a pas beaucoup compris. Et le Nord-Ouest aujourd'hui est devenu un peu l'épicentre de la crise dite anglophone. Ça, c'est un constat que tout observateur peut faire. Maintenant, est-ce qu'il y a des entrepreneurs de la crise, des entrepreneurs du chaos qui ont migré du côté du Sud-Ouest? Question effectivement de montrer que la crise n'est pas confinée uniquement au Nord-Ouest. On n'a pas pour le moment peut-être assez d'éléments pour l'indiquer, mais on constate quand même que sur le plan simplement économique, le Sud-Ouest a plus de richesse que le Nord-Ouest. Si on prend le cas de la Sonara, par exemple, qui se trouve du côté du Sud-Ouest, et un certain nombre d'entreprises, il y a des universités là-bas, et on a bien vu que après la crise, après les débuts de la crise dans le Nord-Ouest, il y a donc eu cet effet, et il est fort possible que les entrepreneurs du chaos se soient également rendus là-bas pour question donc de donner une connotation anglophone à toute la situation. On peut également constater que sociologiquement, les activistes qui se retrouvent dans un certain nombre de pays étrangers sont majoritairement du Nord-Ouest et cela peut effectivement donner à penser que le Sud-Ouest est poussé un peu dans le dos par le Nord-Ouest par rapport à cette crise. On ne peut pas l'affirmer, il faudra peut-être une étude un peu plus élaborée. Mais il faut simplement souhaiter que la paix revienne aussi bien dans le Nord-Ouest que dans le Sud-Ouest, parce qu'aujourd'hui, la facture de la crise anglophone, on la connaît sur le plan humain, sur le plan économique, sur un certain nombre de plans. Et on souhaite que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest continuent de rester au sein de la République du Cameroun, que ces régions ne constituent pas ce qui est appelé sans conviction l'Ambazonie. Et donc, l'initiative, on espère qu'elle va booster un certain nombre de solutions qui sont déjà en route, dont celle du cardinal Toumi. Il faut signaler que l'initiative qui a été prise, la conférence générale anglophone, a été décalée. Je pense que c'était prévu en août. Ça aura lieu maintenant après l'élection présidentielle en novembre. Mais à mon sens, de mon point de vue, c'est une bonne initiative. Si on enlève quelques préalables qui ont été simplement posés, à mon avis, un peu dans la précipitation, on aurait pu attendre que la conférence rende ses recommandations et que le pouvoir en place s'en approprie et décide de désamorcer la situation qui est vécue dans ces régions. Est-ce qu'on peut dire que l'inactivité, on va dire comme ça, l'inaction des élites de cette partie, de cette région, a contribué à ce que la situation... Le Sud-Ouest. Bon, Parce qu'on ne les a pas vus trop sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu une action? Je rappelle quand même que le président de la commission du bilinguisme et du Sud-Ouest,
On l'a vu plusieurs fois sur le terrain. Il faut peut-être simplement dire que l'action de ces élites, comme l'action des élites du Nord-Ouest, n'a pas porté les résultats escomptés. Il y a eu une radicalisation extrêmement spectaculaire et aujourd'hui on a le sentiment que la crise est accaparée. Il y a une main basse des faucons sur la crise et ça fait que tous les modérés sont mis en minorité et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui la situation a totalement dégénéré et on ne peut que souhaiter donc qu'on aboutisse à une sortie de crise. En tout cas, nous allons... Je voulais dire un mot que vous avez oublié que dès le départ, là, lorsque les avocats et les enseignants ont commencé à manifester dans le Nord-Ouest, ça a coïncidé avec une situation malheureuse à l'université de Boya, où la vice-chancelière avait sorti une note pour demander à tous les étudiants qui n'ont pas payé les frais de scolarité de payer avec 10 000. Et lorsque les enfants sont révoltés, elle a fait venir les soldats qui ont fait tout ce que nous avons vu. Et les trois faits se sont mis ensemble, dont les premiers morts, en fait, n'ont pas eu lieu là-bas. C'est une situation postérieure à la... Oui, je souligne en fait, c'est dans la chronologie. Oui, C'est d'abord dans le Nord-Ouest, ensuite dans le Sud-Ouest, il y a une situation, on pourrait appeler ça dans le jargon du football, un contre favorable qui a été certainement saisi par un certain nombre d'acteurs pour essayer de généraliser. Oui, je voudrais dire un mot, tout ça pour conclure, qu'il y a les effets de tribalisme que nous connaissons dans le pays qui est généralisé. À chaque fois qu'il y a un problème, même ici à Yaoundé, on a déjà choisi des gens qui doivent rentrer chez eux, parce que je ne crois pas qu'il y a autant de gens du Nord-Ouest qui peuvent descendre dans le Sud-Ouest, envahir le Sud-Ouest et les pousser à tout ce que nous voyons. Donc il faut très bien... Il y avait quand même des gemmes déjà de toute façon. En tout cas, l'initiative, la rencontre tenue ici à Yaoundé hier, c'était d'informer la communauté nationale et internationale que cette région est donc victime de tout ce que vous avez cité sur ce plateau. Cinquième et dernier invité, Monsieur Bedima, bonjour, bienvenue. Merci. Je me réjouis de me retrouver avec tout le monde ici. D'ailleurs, si vous permettez, je fais quand même déjà un clin d'œil à l'honorable Roger Melingi qui s'est marié hier. Je suis président des élites Nouvelle DC. Ça nous a permis de nous retrouver avec le sénateur Aban Motogo, le professeur Duel. Vraiment, c'était convivial. Je lui souhaite mes meilleurs vœux. Voilà, meilleurs vœux à monsieur l'honorable Roger Melingi. Melingi, homme politique. On va vous accueillir avec une actualité brûlante en sport, avec cette semaine la venue au Cameroun de deux Néerlandais, Patrick Kluivert et Clarence Seedorf, deux entraîneurs qui formeront le duo à la tête de la sélection nationale du Cameroun. Ils sont arrivés et ont finalement signé leur contrat. Mais l'insolite, c'est que la signature du contrat a eu lieu, on va dire, arrivé très tôt le matin. La signature de contrat a eu lieu à 2h30 du matin. Pour vous, on va dire happy end, ou alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, moi je ne peux pas commencer comme ça par... Je suis piqué, vous savez, quand on n'a pas la réalité des faits, M. Liembi le disait, il faut d'abord avoir un recul. Il faut voir la réalité de ce qui s'est passé. Mais toujours est-il dit qu'aujourd'hui, nous, on se réjouit de comprendre que les Lions indomptables... Un contrat qui se signe à 2h du matin, on peut quand même s'interroger, non? Pour vous, c'est normal? Non, je dis, je prends du recul parce que je n'ai pas la réalité des faits. Non, mais il y a certainement une raison à cela. Il y a certainement une raison à cela. En fait, moi, je ne voudrais pas me lancer là-dessus. Tout ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes contents de savoir qu'enfin, nous avons des entraîneurs qui vont ramener notre équipe. Vous savez, les Lions indomptables nous regroupent tous. Ils font la fierté du peuple camerounais. Je crois qu'au-delà des chapelles politiques, nous étions de plus en plus inquiets de savoir qu'est-ce qui va aller parce que nous organisons la Coupe des Nations l'année prochaine. Vous voyez avec quelle énergie le chef de l'État, le président Biya lui-même, personnellement, s'y met. Donc il faut aller dans le sens de la victoire. Et donc je crois qu'aujourd'hui, avec tous les travaux qui sont entrepris, la construction des stades, etc., il fallait ramener cela à la formation, bien entendu, de nos Lions. Parce que nous sommes fiers, lorsque ces Lions gagnent, ils représentent le Cameroun. Vous irez aux États-Unis aujourd'hui, quand on parle de Roger Mila ou alors de Samuel Eto'o, nous sommes tout à fait bien là-dedans. Je crois que
aujourd'hui, ça reste un facteur, sinon le meilleur, qui permet à nous tous de nous consolider, de nous trouver sans toutefois peut-être aller dans le sens du professeur Ronkou. Je crois que tout au moins, là, il peut être d'accord avec moi que sur le plan sportif, beaucoup de choses sont faites et sont très bien faites et ça nous réunit. Ça renforce l'unité, ça renforce la convivialité, ça renforce le fait que le bien vivre ensemble. Parce qu'il faut aller dans le sens qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous souhaitons, c'est le vivre ensemble qui est essentiel dans tout ce que nous faisons. Le sport, aujourd'hui, nous amène à réfléchir, à nous remettre en question et à voir est-ce qu'effectivement ce que nous faisons est bien. Si entre les sportifs, quand ils se retrouvent, il n'y a pas de nord-ouest, il n'y a pas de sud-ouest, il n'y a pas de Betty, etc. C'est une équipe forte qui se retrouve pour défendre les intérêts du Cameroun. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel et c'est même très important de se référer à ces victoires sportives. Quand vous savez que depuis que le président est là, en ce qui concerne les victoires sportives, ça fait connaître, ça fait évoluer le Cameroun. Nous venons de gagner la Coupe d'Afrique des Nations et je ne peux pas vous en citer. Et cela, aujourd'hui, nous le voyons sur le terrain, avec justement toutes ces infrastructures qui sont venues. Et je crois que nous tous, nous sommes d'avis que dans un an, nous devons nous mobiliser, remobiliser pour organiser à bon escient la Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois que mon frère Nkoui sera pour que cette fête soit belle, et que cette fête soit sans crise, que cette fête soit sans turiféraire, que cette fête soit sans analyse, sans vomissure, sans analyse, qui puisse nous permettre les uns les autres de se battre. On a besoin de l'unité, on a besoin de la paix, on a besoin de se retrouver, on a besoin de cette réconciliation. Et sur le plan sportif, je crois que les Lions indomptables nous démontrent à souhait et à bienvenue que c'est essentiel. Et ça a toujours été le leitmotiv du président Paul Biya. Merci, monsieur Bédima, on a l'impression que il n'y a pas de football qui a toujours pris à témoin le professeur Kouvondol. Je crois que l'occasion viendra tout à l'heure pour que le professeur Kouvondol lui-même nous dise ce qu'il pense de ces choses-là. On va marquer une autre pause, juste une courte pour feuilleter le reste de l'actualité à travers nos confrères. C'est à travers cette revue de presse que signe, comme tous les dimanches, Brand Kamga, et on se retrouve juste derrière. Bonjour. Les 9 candidats à la présidentielle 2018 sont connus. 8 de l'opposition et le président en exercice. Le soir présente les forces et les faiblesses de chaque compétiteur. La radicalisation de certains et la danse bafia des autres sont des symptômes de l'échec de l'opposition face à Paul Biya. La tactique du pouvoir en place pour neutraliser l'opposition, c'est le numérique. Le quotidien Émergence nous informe qu'une délégation de Facebook est au Cameroun. Sa mission, supprimer sur les réseaux sociaux tout message qualifié de faux par les pouvoirs publics. Paul Biya n'en a pas besoin, estime Climat Social. Ses nombreuses œuvres suffisent pour garantir une élection. Le sens de l'humanitaire impulsé par la première dame Chantal sont autant d'atouts. Dernier cliché de la magnanimité du chef de l'État, 600 pèlerins sont en route pour la Mecque et ont bénéficié de la réduction du prix du billet d'avion. Ils ont reçu des premiers kits pour un séjour paisible selon le quotidien L'Épervier. Les pèlerins ont reçu 8700 sacs, occasion pour eux de dire merci au chef de l'État pour cet acte mémorable et inédit. Une façon d'avouer leur soutien au Lion pour l'élection du 7 octobre, selon le Pélican. L'organisateur du scrutin Elections Cameroun suscite des interrogations chez Ecomatin dans sa gestion financière. L'essentiel de son budget est consacré au fonctionnement, même si l'institution n'a pas pu inscrire sur les listes électorales la moitié des plus de 12 000 citoyens en âge de voter. Il faut rompre avec l'ancien système à l'instar des maires qui désormais n'attendent plus la feuille de route des réalisations du pouvoir central. Mais les délégués du gouvernement, rapporte le Financier d'Afrique, choisiront eux-mêmes dès 2019 les projets à réaliser dans leur collectivité. C'est la principale résolution du Conseil national de la décentralisation tenue cette semaine à Yaoundé. Fini également les abus lors des gardes à vue et autres détentions provisoires. Les membres de la commission d'indemnisation des victimes ont pris fonction cette semaine à Yaoundé. Ils sont 18 au total qui veilleront à ce que les abusés soient dédommagés. Cette pratique illégale crée d'énormes manques à gagner à l'État, selon le quotidien national bilingue Cameroun Tribune.
Une commission qui renforcera à sa manière l'unité nationale, tout comme la France, qui réitère son soutien au Cameroun. Hot News revient sur l'audience accordée par le président de la République Paul Biya à Gilles Thibault, ambassadeur de France au Cameroun. La coopération entre Yaoundé et Paris a été passée en revue et le chef de l'État est invité au sommet de la paix en France en novembre prochain. Le monde est secoué par de grands vents de contestation et le héros national se penche sur quelques cas comme en Inde, en Tchétchénie et sur place au Cameroun dans l'état virtuel d'Ambazonie. Question de voir comment se gèrent les velléités sécessionnistes. Le journal donne la parole à quelques citoyens avertis pour qui le vivre ensemble ne se décrète pas. Les forces de l'ONU non plus ne sont pas toujours la solution aux problèmes des États. Les grandes victoires ne s'acquièrent non plus avec les expatriés en football. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont les nouveaux entraîneurs de l'équipe nationale de football du Cameroun. Prospective nouvelle, attend voir la stratégie qui sera mise sur pied pour gagner entre autres la CAN 2019 en terre camerounaise. L'essentiel, au même titre que plusieurs citoyens interrogent la capacité des deux Néerlandais à faire remporter le 6e sacre continental, ils doivent bâtir une équipe stable et conquérante. Un duo d'anciens footballeurs qui a damé le pion à Sven Goran, qui a refusé l'offre de 32 millions de francs CFA. Camé Presse affiche l'ambition du ministère des Sports et de la FECAFOOT, qui est de voir le Cameroun rayonner par son football. L'équipe dirigeante actuelle aurait un salaire mensuel de 65 millions de francs CFA pour Kluivert et Seedorf, tout en espérant qu'ils permettront aux Lions indomptables de retrouver la liberté, comme Simone Barbeau en Côte d'Ivoire. L'épouse de l'ancien président ivoirien a été libérée comme 800 autres détenus suite à une ordonnance du président Ouattara. Tribune d'Afrique revient sur cette actualité qui sonne comme une nouvelle ère au pays de Laurent Gbagbo. Bon dimanche et à dimanche. Merci Brand Kamga. Retour sur ce plateau, on va démarrer avec la présidentielle 9 à l'assaut des Toudi. On a suivi les CAM cette semaine, rendre public la liste des 9 retenus pour l'assaut des Toudi. Je commence par vous, professeur Kouvondor. De 21 candidats en 2011, on est passé à 9 en 2018. Quelle analyse faites-vous de cette réduction, on va dire? D'abord, je vais rectifier. Vous parlez de 9 à l'assaut des Toudi. Je crois que c'est plutôt 8 candidats qui sont à l'assaut du palais des Toudi, puisqu'il y a un qui est installé confortablement et n'entend pas libérer les lieux loués. Il remplit aussi. Hein. Il est toujours candidat à sa succession. Il est d'ailleurs convaincu qu'il sera ad vitam aeternam, dans la mesure où il se prend pour un pharaon qui va régner au-delà même de son existence humaine. Donc, de toute façon, le débat est lancé. Nous l'avons dit, il y a 9 candidats pour l'élection présidentielle, dès lors que l'ECAM a, sur le plan légal et procédural, a évacué les candidatures farfelues, parce qu'il faut bien le dire, la plupart des candidatures qui ont été présentées, qui ont encombré le paysage politique camerounais sont, je le dis encore, des candidatures farfelues. Aujourd'hui, nous avons des candidatures sérieuses, j'entends donc par candidature sérieuse, des candidats ayant déposé des dossiers remplissant les conditions légales. Mais de l'analyse que je pourrais faire de ces 9 candidats, il faut bien les classer en 2 catégories. Les anciens et les jeunes, sur le plan générationnel. Il y en a qui appartiennent à une vieille génération d'hommes politiques, Paul Biya, Aman Garga, Ndamdjoya, Mouna, Kamto. Et il y a une nouvelle garde qui monte, une nouvelle génération. Cabral Libi, Matomba, Serge, Espoir, Ndjifor, Joshua aussi. Mais il faut comprendre que dans toutes les traditions au monde, il est vu que les anciens passent le pouvoir aux jeunes, c'est-à-dire à une nouvelle génération. C'est pour cela que du haut de votre tribune, celle que vous m'offrez, j'ai envie de dire
à ces 5 candidats que j'ai cités en premier qu'il est grand temps pour eux, dans l'intérêt du Cameroun, que de passer le témoin à une nouvelle génération. J'ai cité donc les 4 derniers là, Cabral, Libye, Matomba, Ndifor, Joshua, Oshi. Que ceux qui sont désormais inscrits dans l'histoire du Cameroun comprennent que cette histoire est un gros livre, je ne cesse de le dire, et que pour lire un livre d'histoire, il faut bien tourner les pages. Même si la page que nous lisons depuis bientôt 60 ans est belle à lire, et j'en doute là-dessus, il est grand temps que nous pensions que cette page doit être tournée pour que l'histoire du Cameroun s'ouvre à une autre page. Mais je pense qu'au-delà de la page, il s'agit de tourner un chapitre de l'histoire du Cameroun. C'est donc pour cela que nous qui sommes là, moi qui suis sur votre plateau, j'aurais bien pu être candidat puisque je suis leader d'un parti politique qui remplit les conditions. Personne ne peut en douter. Et que moi, personnellement, je remplissais les conditions. Je remplis les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais j'estime qu'il y a aujourd'hui une génération plus aguerrie, plus au fait des réalités de l'heure, et cette génération-là qui peut porter le Cameroun à cette émergence. C'est pour cela qu'au Parti Univers, nous avons réfléchi à ce sujet et nous avons estimé qu'il était temps de céder la place à quelqu'un qui a 38 ans. Et celui-là, je peux vous le dire, il s'appelle Cabral Libye. C'est ce que je peux dire d'entrée de jeu pour répondre à votre question. J'espère que je reviendrai en réaction sans doute à ce que les autres panélistes vont dire. Parce que nous sommes bien évidemment en période de campagne, peut-être pas officielle, mais nous y sommes véritablement. Et je vois sur ce plateau des hommes politiques, peut-être à l'exclusion du journaliste qui est à côté de moi, M. Boyoumou. Je vois des hommes politiques qui sortent déjà des grands yeux lorsque je parle. J'entends leur répondre du tic au tac s'ils s'attaquent à ma vision des choses. Jean Takougan, pour vous, les 9 choisis par Elecam, c'était sans surprise? Bon, moi je crois que c'était sans surprise. Parce que quand je les regarde, ce sont des gens sérieux. Et puis, je dois avouer qu'au début, les gens avaient beaucoup combattu l'idée d'avoir remonté la caution à 30 millions. Pour moi, au fait, les autres peuvent ne pas être d'accord. Les gens ont trouvé que ce n'est pas très démocratique, c'est censitaire. Mais moi, je crois qu'on avait fini par galvauder la fonction présidentielle. Et n'importe qui voulait déposer sa candidature. Il y en avait qui avaient fait un commerce, vous savez. Parce que auparavant, quand vous donniez 5 millions, je crois que c'est 5 millions, on vous donnait 30 millions pour faire la campagne. Et j'ai un ami, il venait à La Réunion prendre 5 millions pour nous remettre dans un mois avec 1 million d'intérêt. Donc, on lui donnait 5 millions, il allait déposer. 2 mois après, il recevait 30 millions. Il venait nous rembourser 6 millions, il lui restait 24 millions. Et puis, la campagne finissait sans qu'on le voie nulle part. Il venait seulement occuper ses tranches d'antenne à la télévision, à la radio. Donc, jusqu'à la fin, il avait encore ses 24 millions en poche. Il mettait dans son compte et puis il mangeait tranquillement pendant 7 ans et reposait sa candidature. Et on venait nous donner l'impression qu'il faut une candidature unique, il faut la coalition, il y a 30 candidats, alors qu'en fait, on avait des ambianceurs, on avait des gens qui avaient transformé l'élection présidentielle en un investissement qui donnait très rapidement des intérêts. Je crois que cette fois, ça a bien marché. Et puis, comme disait mon collègue Koubondo, c'est une très bonne chose qu'on soit en train de voir des jeunes qui émergent, des jeunes qui n'attendent pas qu'on vienne les mettre devant, les jeunes qui bousculent les vieux et qui se mettent devant. Je crois que c'est comme ça que la politique se fait. On ne dit pas seulement aux gens de quitter, mais on bouscule pour prendre la place. Et je crois que les jeunes bousculent la place. Et à l'heure où nous sommes, moi, les gens parlaient de coalition. En fait, lorsqu'on parle de 23 candidats à 8
c'est pratiquement une petite coalition qui reste. Et la vraie coalition qui est la meilleure, c'est-à-dire que la coalition du peuple souverain, puisque l'opposition, pour moi, est la meilleure définition de l'opposition, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une association, mais c'est l'ensemble de tous les citoyens qui ne sont pas d'accord avec la manière dont ils sont traités, qui ne sont pas d'accord avec la manière dont leur pays est géré, et qui, le jour de l'élection, se lèvent comme un seul individu, qui munit leur carte électorale, s'en vont sanctionner celui qui les a maintenus dans cette place. Or, voilà la meilleure coalition. Ce n'est pas la coalition de quelques partis politiques qui ne consultent même pas leur base et qui viennent tout simplement, non pas pour que le pays avance, mais pour se faire partager le pouvoir, pour discuter des strapontins. Or, la coalition du peuple souverain, c'est chacun qui sent là où il a mal. Et nous avons compris que tous ceux qui souffrent dans ce pays, ce ne sont pas seulement les militants des partis d'opposition, c'est aussi les militants du RDPC. Et là, je crois que c'est cette coalition qui a mal, qui viendra changer. Georges Alain Boyomo, les 18 candidatures rejetées avaient 48 heures pour formuler la requête. 48 heures passées, on se rend compte qu'on a enregistré déjà au niveau du Conseil constitutionnel une douzaine, on va dire 12 pour être tout à fait précis, de requêtes. Quelles sont les chances de ces requêtes introduites au niveau du Conseil constitutionnel? Les chances sont infimes, je dirais même infinitésimales. Lorsqu'on voit les motifs pour lesquels ces requêtes sont portées au Conseil constitutionnel, on a envie quand même de sourire. Il y a une requête qui porte sur le nom du président de la République, le candidat du RDPC. On dit pourquoi il est quand même mis Biya Paul au lieu de Paul Biya. En même temps, on ne dit pas qu'on a mis Kamto Maurice, on a mis un certain nombre de... Tout ça participe en fait d'une animation qui à un moment donné n'est pas digne d'une démocratie telle que celle du Cameroun. Il faut déjà se féliciter qu'au niveau de l'ECAM, on a fait vraiment cet ami-là pour avoir à peu près des candidatures sérieuses. En 2011, c'était 21 candidats, maintenant c'est 8. Je dois dire que c'est une très bonne nouvelle pour le Trésor public, qui a des difficultés comme vous pouvez l'imaginer. Jean Takougan a parlé tout à l'heure de 30 millions de financement public de la campagne. Imaginez pour 21 candidats ce que ça a coûté au Trésor public. Maintenant, on a c'est une somme qui sera revue à la baisse, c'est une très bonne chose. Ça donne également moins de travail sur l'organisation matérielle des élections. On n'est pas encore au bulletin unique, donc il faut faire des bulletins pour chaque candidat. Or, lorsqu'on a 21 candidats, c'est beaucoup de travail. Avec 9 candidats, c'est également réduit. Il y a également, on peut également dire qu'il y aura une compétition plus âpre avec 9 candidatures. Je doute fort, même si je ne suis pas un oracle politique, je doute fort que le président, s'il vient à gagner, gagnera encore avec pratiquement 78% comme en 2011. Les scores peuvent être assez serrés, même si dans la configuration d'une élection présidentielle à 2 tours, comme je l'ai toujours soutenu sur d'autres espaces, lorsqu'il n'y a pas, et lorsque l'opposition en face un candidat qui a pratiquement acquis à sa cause l'organisateur des élections et l'ECAM, les chefs traditionnels, les autorités administratives et un certain nombre de personnes, c'est assez difficile pour l'opposition. Et donc, la voie la plus simple et la plus réaliste, c'est de s'agréger, de se fédérer. Et c'est pour ça qu'on parle de coalition. Les gens n'aiment pas beaucoup entendre parler de candidature unique, mais c'est tout comme parce que lorsqu'on parle de candidature de consensus, candidature de coalition ou d'alliance, ça renvoie déjà à quelque chose où certains doivent s'effacer pour un autre. Donc c'est ça un peu la perspective. Maintenant, on ne peut pas encore désespérer parce que nous sommes à l'élection présidentielle, c'est le 7 octobre. Il y a encore une possibilité, même si le temps est véritablement court. Je pense que si jamais cette coalition, elle aurait dû exister depuis longtemps déjà pour mener des actions collectives sur les règles du jeu, qui me semblent quand même très en faveur du candidat sortant. Malheureusement, on verra bien ce que ça va donner. Parce qu'il faut bien dire, on est reparti là pratiquement avec le même corps électoral, pratiquement 6 millions. Lorsqu'on va toiletter du côté de l'ECAM, ça va donner sensiblement la même chose. Donc, malgré les campagnes, les Camerounais ne se sont pas beaucoup inscrits. Donc, on verra bien comment tout ça va se convertir dans les urnes. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a justement beaucoup de bruit.
c'est un endroit où tout le monde dit tout ce qu'il pense, mais est-ce que tous ces gens-là sont effectivement inscrits sur les listes électorales et vont-ils aller voter? Ce sont les grandes questions. Avec les Elimi Lobé, on revient un peu aux 9 retenus, peut-être pour voir avec vous, pour du jugement. Oui, on va dire 9, les 9 finalement, mais il y a 9 qui sont en course. Pourquoi vous voulez exclure le 9e? Pour voir un peu le profil. Comment jugez-vous le profil des 9 qui sont en course? Je suis venu de Douala spécialement pour parler de cette affaire qui me tient très à cœur. Je suis de ceux qui rêvent de voir enfin l'alternance se réaliser démocratiquement dans le pays. Mon souhait est que le RDPC soit battu aux élections et que son candidat soit battu, qu'il prenne sa retraite politique. Il a beaucoup travaillé, il a fait ce qu'il a pu. Le débat n'est pas à savoir si ce qu'il a fait est bon ou pas. Le débat, c'est on fait comment pour le battre, qui il est. Le candidat Paul Biya a un poids politique. Ça peut déplaire à ceux qui ne veulent pas qu'on le quantifie politiquement. Mais il a un poids politique et chacun des autres candidats a aussi un poids politique. Sur la base de l'observation de ces poids politiques, se définit la stratégie qui s'impose à nous. Le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui a avec lui 8685 conseillers municipaux qui vont l'accompagner dans son combat pour se maintenir ad vitam aeternam au palais. Il a avec lui 148 députés, il a 88 sénateurs, il a au total 8921 élus, c'est-à-dire des gens qui ont un mandat et qui ont un mandat pour éclairer le peuple dans ses choix. C'est cet ensemble-là qu'il faut vaincre. Le président Biya et ses amis qui le soutiennent, ses députés, ses conseillers, il y a parmi eux 303 maires qui sont dans les villages, qui sont au contact des populations, qui ont une espèce d'ascendant moral sur ces populations-là. 748 maires adjoints. Le président Biya et ses collaborateurs directs dans cette élection se répartissent sur 315 communes qu'ils contrôlent, où ils sont présents. Cela représente un taux de couverture dans l'espace électoral de 87,5%. Voilà l'adversaire que les 8 autres candidats, qui sont de ma famille politique intrinsèque, c'est-à-dire de l'opposition, ont à combattre. Et quand je regarde chacun d'eux, en commençant par le SDF a 851 élus. C'est 10 fois moins. Le RDPC pèse 10,48 fois ce que le SDF pèse. Le SDF, c'est 23 maires, 79 maires adjoints, 18 députés, 7 sénateurs par rapport au RDPC, qui ont un mandat, qui sont qualifiés, qui vont aider leur candidat à battre le président Biya. Il se trouve dans 38 communes. Tout ce personnel qui va aller au combat se trouve dans 38 communes. Le SDF n'a aucun élu dans 322 communes. Ce qui fait qu'il part au combat avec une position fortement handicapée. Quand je passe à l'UDC qui a aussi un candidat, l'UDC c'est 179 conseillers, l'UDC c'est 163 conseillers municipaux, 4 députés, 5 maires, 16 adjoints au maire. L'UDC se trouve sur l'étendue du territoire camerounais dans 7 communes. Elle est absente dans 357 communes. Elle n'a personne dans 357 communes pour porter le message de son candidat demain. De fin fond des villages, il faudra que ce soit le candidat lui-même qui aille dans toutes ces localités-là pour porter la bonne nouvelle du candidat de l'UDC.
Quand je traverse l'UDC, je prends le MRC. Vous avez parlé. Allez-y, poursuivez, s'il vous plaît. Voilà, poursuivez, s'il vous plaît. Gagnons en temps. Vous savez, la vérité n'a pas de Et puis, ce n'est pas à lui que vous adressez. Vous ne vous adressez pas à lui, s'il vous plaît. Vous adressez pas à lui. Quand j'arrive au MRC, le MRC, c'est 19 conseillers municipaux, un député, ça fait 20 élus, répartis dans 5 communes. C'est-à-dire que dans l'espace électoral, le MRC est présent dans 1,38%. Il est absent dans 355 communes. Si plus je vais vers le bas, plus l'écart entre le supposé candidat et le parti qui le porte devient extrêmement préoccupant pour envisager que ce candidat puisse battre M. Biya. On va revenir à vous tout à l'heure. Je termine, s'il te plaît, pour me permettre de terminer à cet endroit-ci, pour dire que je suis donc venu ici solennellement dire à mes frères, avec qui nous luttons depuis très longtemps, que ces faiblesses structurelles ne sont pas évoquées pour les choquer. Elles sont évoquées pour les amener à conjuguer leurs efforts, à se mettre ensemble. Je ne souhaite pas, au regard des résultats des années passées, que nos millions d'électeurs... Vous faites allusion à la coalition. Nos millions d'électeurs se dispersent parce que les candidats auront refusé de s'asseoir, de se parler et de nous donner une chance de les faire gagner. On en vient tout à l'heure à cette coalition. Je voudrais quand même interroger M. Bedima sur le travail de l'ECAM. Pour vous, quelle appréciation faites-vous du travail fait par l'ECAM qui était soupçonné de rouler pour le compte du régime? Est-ce que, au vu du travail qui a été fait, l'ECAM a été impartial? Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, qu'on se mette à soupçonner l'ECAM? Non, l'ECAM a fait bel et bien son travail, continue à faire son travail. Laissez-moi aller tout droit au but, parce que les autres ont parlé de leurs candidats, mais je suis très content de l'analyse qui vient d'être faite, parce que la vérité est là. L'élection présidentielle est très importante et très sérieuse, ce n'est pas du jeu. Nous n'avons pas affaire ici une différence de génération, parce que ce n'est pas comme des générations. Nous ne sommes pas dans un conflit générationnel. Nous ne sommes pas venus ici pour dire « Ah, mais tenez, tel est plus jeune, tel est plus vieux, tel est... » Nous sommes venus ici pour parler du Cameroun, de la personne qui doit présider au destiné du Cameroun. Le président Paul Biya, aujourd'hui, ce que vous ne vous souvenez pas, revisiter son histoire. Lorsque le président Paul Biya arrive dans ce pays, il est trop jeune aussi. Il a commencé petit à petit à gravir. C'est le seul, me semble-t-il, qui a une expérience nécessaire parce qu'il connaît bien ce pays pour avoir occupé presque tous les postes. Il a été secrétaire général, il a été ministre d'État, secrétaire général, il a été directeur du cabinet civil. Bref, le président Paul Biya est arrivé au pouvoir par le jeu constitutionnel après avoir durement travaillé. Donc, il y a un problème d'expérience. On ne peut pas continuer comme ça éternellement, à se baser sur des principes, de dire voilà, il est vieux, comme si le président Paul Biya n'a pas le droit, n'est pas camerounais le droit de se présenter. Non. Si aujourd'hui le RDPC continue à tenir pour supporter son candidat, parce que le Cameroun traverse une période très difficile. Aujourd'hui, nous sommes attaqués de part et d'autre, que ce soit de l'extérieur, que ce soit ce qui se passe au nord, à l'extrême nord, ou au sud-ouest ou au nord-ouest, nous avons besoin d'un homme d'expérience. Permettez, parce qu'ils ont parlé un peu plus que moi. Vous voyez, j'ai en face de moi 4 personnes qui sont contre le RDPC. Permettez. Alors, mais j'ai dit... Vous pouvez pas citer Boyomo, Georges Alain, il est journaliste. J'ai dit aujourd'hui... Il n'est pas un homme... Il n'est pas un homme politique. Ce que nous sommes en train de dire... Je voulais quand même préciser une chose pour que les jeux, s'il vous plaît, ne soient pas tronqués dès la base. Chaque parti est représenté par une personne. Donc, vous n'avez pas en face de vous 4 hommes politiques. Vous avez en face de vous 3 hommes politiques. D'accord, bon, je retire. Je fais une fleur pour mon ami qui, de temps en temps, quand je vois la tendance de pour ces explications... Pour qu'on ne nous taxe pas d'avoir déséquilibré le plateau, je veux quand même que cela soit restitué. Hein. Oui, voilà. Vous avez raison. Je peux retirer. Chez nous, il y a ce consensus. D'accord, ok, poursuivez. Alors, mais je dis aujourd'hui, j'ai suivi mon grand frère un coup. Quand il a parlé de son candidat, c'est tout à fait normal.
Mais ce que je peux pas Quand vous parlez du vôtre aussi. Oui, hein, mais ce que je ne peux pas permettre, c'est qu'ils se mettent à nous menacer. Ils ne peuvent pas nous menacer en disant si vous vous attaquez à moi, je veux non. Le jeu politique n'est pas un jeu d'attaque personnelle. C'est un jeu d'idées. Pourquoi le RDPC est fort? Il vient de le dire. Parce que le RDPC travaille au quotidien, au niveau de la base. Parce que dans tout le pays, dans tout le territoire, vous allez trouver quelqu'un qui a le souci de parler de son candidat ou de son parti, de le représenter. C'est un travail qui est fait au quotidien, d'expliquer pourquoi nous soutenons notre candidat. Aujourd'hui, nous avons commencé ce travail, nous le continuons. Nous avons la conviction, la force de nos idées. Nous avons le bilan avec nous. Nous avons ce que nous avons fait. Et nous avons la capacité aujourd'hui de dire, parmi les 9 candidats qui sont devant nous, nous avons le candidat le meilleur, à ce qui concerne l'expérience, à ce qui concerne la notoriété, à ce qui concerne le respect, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan international. Et je termine en disant, en 10 secondes. En 10 secondes. Aujourd'hui, M. Limé est clair. Les attaques au niveau des autres partis politiques, au niveau de M. Cabral, ne viennent pas du RDPC. Ça vient du MRC. Qui les attaque, qui attaque ces jeunes-là. Je suis d'accord à ce que les jeunes aient une manière de voir. Mais le RDPC est totalement à l'écart de ça. Pourquoi le RDPC a accepté la diversité? Ça était toujours ça le leitmotiv du président Biya, depuis son accession à la magistrature suprême. Il veut la paix, il veut le dialogue, il veut le consensus, il veut que tout le monde participe. Mais il faut s'attaquer à eux qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas accepter que si ce n'est pas Kamto, il n'y a pas une autre personne. Okay. Que si ce n'est pas le SDF, il n'y a pas une autre personne. Alors, la cuisine, la pourriture est dans votre propre camp. Okay. Ça n'a rien à voir avec le RDPC, qui est sérieux et qui est prêt à soutenir et accompagner son candidat. On reviendra à vous tout à l'heure. Kouvando, tout à l'heure, ne semblait pas du tout partager l'analyse de Limbi Lobé. Oui, ce n'est pas des menaces. J'ai dit que je répondrai aux uns et aux autres du tic au tac sur le plan des idées. Exact. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis surpris que le RDPC soit curieusement en harmonie avec M. Limbi Lobé, qui s'est toujours présenté comme un grand leader de l'opposition. Il s'en vante d'ailleurs. Mais à mon frère, camarade Limbi Lobé, je voulais lui dire ceci. Qu'il se souvienne de ce que j'ai dit à l'entame de cette émission. L'histoire des vomissures. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que mon frère est en train de vomir et que demain, on va l'amener à avaler ses propres vomissures. Je parle de vomissures, pourquoi? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Depuis un certain temps, mon ancien, je préfère parler ça comme ça, un camarade de lutte pour l'alternance et le changement. D'ailleurs, il vous le dit, je suis parti de Douala pour venir porter ce message, le message de la faiblesse des candidats de l'opposition. Je dis non, soyons un peu sérieux. Vous faites une analyse qui se fonde sur les élections de 2013, de 2011. Mais il faut comprendre, M. Limbi Lobé, qu'une élection ne ressemble pas à une autre. S'agissant d'élections présidentielles, vous avez aujourd'hui 9 candidats. Il y a du 9. M. Mouna n'était pas candidat en 2011. Encore moins Kamto, Cabral, Matomba, Difford, Joshua Ossim. Il n'y a que 3 sur 9 qui étaient candidats. C'est pour dire que la donne a véritablement changé. On ne peut pas penser que les élections de 2018 seront à l'image des élections de 2011 ou de 2013 en se fondant sur les résultats de cette élection. Aller dans cette logique, ce serait dire que un élève qui a eu 6 de moyenne à un premier examen ne peut plus se retrouver avec 13 de moyenne lorsqu'il reprend la classe. Non, sortons de là. Aller dans cette logique, c'est dire que comme l'Allemagne était champion du monde en 2014, incontestablement, l'Allemagne sera champion du monde de football en 2018. Mais les faits, la réalité viennent démentir cette façon de voir les choses. La France, avec un classement en 2014 à la Coupe du Monde. Mais la France est championne du monde. Nous avons vu une équipe de France sans expérience de Coupe du Monde. C'est pour répondre à mon jeune frère du RDPC qui est sur le plateau. Pour lui dire que l'expérience,
Arrêtez-nous cet argument sur l'expérience. Si l'expérience valait à tous les coups, aucun professeur de médecine ne prendrait sa retraite. Il resterait là ad vitam aeternam pour opérer les malades s'il s'agit d'un chirurgien. Mais nous voyons bien dans nos hôpitaux des professeurs de chirurgie pleins d'expérience et de connaissances prendre leur retraite pour céder la place à un jeune qui sort fraîchement de l'école de médecine parce qu'il est porteur d'espoir, il est porteur de nouvelles connaissances, il a la fraîcheur du cerveau. Avec l'expérience, j'ai envie de vous le dire, parce que c'est un brandisse, l'expérience comme étant un trophée. J'ai envie de dire que... Vous sortez par là. Je sors par là. L'activité politique est un métier. Et la fonction présidentielle, pour ne citer que celle-là, est une fonction de ce métier. En politique, on commence jeune. Vous ne pouvez donc pas jeter la pierre à celui qui vient en politique et qui aspire à gouverner. C'est un poste. Et on commence un métier jeune. On ne commence pas un métier, on n'assume pas une fonction lorsqu'on a déjà 86 ans. Vraiment, les gens m'en voudront de Dieu venir là-dessus, mais je dis que l'âge d'un candidat est un handicap parce qu'on est fatigué. Le cerveau est fatigué. Mais je crois que c'est la dernière fois que je parlais de ça. Parce que désormais, je crois que nous allons entrer en campagne et nous allons parler des programmes. Je ne parlerai même plus jamais de ces hommes du passé, dépassés par les réalités du présent et ne pouvant en aucun cas faire des projections sur l'avenir. Ce sont les jeunes qui peuvent nous amener à l'émergence. Merci. Je vous donne votre temps de parole. Je vous donne votre temps de parole. On fait le tour. Vous retenez simplement. Vous prenez simplement une petite note et puis vous allez répondre. Vous allez répondre au professeur. Mais je voulais vous relancer juste peut-être après la question posée au professeur Kouvondo à suivre les analyses de Limbi Lobé. L'opposition n'a aucune chance de pouvoir gagner ces élections. Son analyse a tout à voler. Les chiffres sont exacts. On ne peut pas être contre les chiffres. Si les chiffres là, c'est pour encourager l'opposition à se mettre ensemble, c'est ce que je crois. Ce sont des arguments qui sont convaincants. N'est-ce pas? Mais l'effet boomerang de sa présentation, c'est que, à l'entendre, les gens disent que ça ne sert même à rien de voter pour eux. Ils ont déjà perdu. Je suis d'accord avec les élus dont on parle. Mais seulement, il faut comprendre que ce ne sont pas des élus figés. Le nombre de maires, le nombre de députés, le nombre de conseils municipaux qu'il attribue à chaque parti, on fait 5 ans et on change entre-temps. La preuve, c'est Libi lui-même qui était conseiller du SDF et qui ne l'est plus. Donc ce n'est pas sûr que, entre-temps, tous ces conseillers-là et tous ces élus-là sont toujours les élus du RDPC ou de qui que ce soit. Et quand j'entends le représentant du RDPC dire que M. Biya est entré aussi au pouvoir, il avait 39 ans. C'est très bien. Les Camerounais aiment bien t'entendre dire, mais tu n'as pas conclu qu'il fallait. Il faut qu'il permette aussi aux autres qui ont 39 ans d'arriver au pouvoir. Si les autres devaient attendre sa mort pour arriver au pouvoir, je ne sais pas ce que lui, il aurait fait. Et je dis encore un mot sur Elimbi, pour dire que les élus ne sont pas figés. Mais Macron est arrivé au pouvoir, il n'avait aucun élu. Voilà. Son parti venait même d'être créé. Je ne sais même pas s'il était implanté. Mais seulement, je ne suis pas contre Elimbi qui lutte pour dire qu'il faut une coalition. Mais seulement, il faut que les gens comprennent que lorsqu'on est dans un pays où vous arrivez, vous trouvez que des gens ont 10 partis politiques, vous créez un 11e. L'autre arrive, il crée le 12e. Et ensuite, on crée jusqu'au 300e. Ça veut dire que les gens ne créent pas des partis politiques pour le changement. C'est chacun qui sait pourquoi il crée son parti politique, il sait ce qu'il va en faire. Donc, à la longue, ne nous demandez pas une coalition comme si vous demandiez aux enfants d'une même maman que réunissez-vous et donnez-moi le successeur de votre père. Vous comprenez? Donc, je voudrais dire que lorsqu'on parle de Paul Biya qui a l'expérience, attendons, il a l'expérience. Mais l'équipe du Cameroun est arrivée en 82 et rentrée imbattue. En 90, ils sont arrivés en quart de finale. Ils ont l'expérience, non?
Mais depuis ce temps-là, ils ne sont plus jamais arrivés au deuxième tour. Et quand ils restent au premier tour, ils sont toujours derniers. La preuve, ils ne sont même pas allés. Oui, ils ne sont même pas qualifiés. Oui, oui. Et puis, la vieille, c'est quoi? Les Camerounais qui sont là doivent comprendre que ce n'est pas quand la pluie finit que vous allez continuer à mettre votre récipient sous la gouttière. Le RDPC et son candidat, c'est la pluie qui tombait, mais c'est la pluie qui est en train de finir, soit à la croisée des chemins. Et pour terminer, je vais dire quelque chose en cas de fair play. J'ai entendu parler de MRC ici et de Campton. Moi, je souhaite que quand il n'y a pas un parti politique sur le plateau pour se défendre, ne parlons pas de lui. Bon, merci. Bon, moi, je ne suis pas le représentant d'un parti, je suis tout au moins le représentant des faits, puisque les faits sont sacrés en journalisme, je suis journaliste jusqu'à preuve du contraire. Donc, moi, je pense que, autant on est d'accord que le RDPC, c'est une machine électorale, mais il y a certaines faiblesses dans l'analyse de Elimbi Lobé. C'est d'abord par rapport à la spécificité de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Ça, c'est ce que le général de Gaulle dit. Et ça a toujours valu. C'est-à-dire que si on prend simplement le cas de la France... C'est pour ça que j'ai cité la coalition si on prend simplement le cas de la France, c'est-à-dire que Macron, c'est quelqu'un qui est sorti comme du chapeau, on a bien vu. Mais la nuance, c'est quoi? C'est que Macron était porté quand même par une coalition. Ça, il faut l'ajouter. Macron était porté par une coalition. C'est pour ça qu'on est tenté d'insister sur l'idée d'une coalition. Peut-être, ne serait-ce qu'une coalition, par exemple, pour sécuriser le vote. Je vous affirme que si cette coalition, par exemple, s'était engagée, s'était investie pour qu'il y ait, par exemple, un bulletin unique, je vous assure qu'il y a des bulletins de certains candidats qui n'arriveront pas dans certains coins et il n'y aura pas de scrutateurs de ces candidats-là. Pour vérifier, il y aura certains bureaux, il y aura que... Il est possible, je ne dis pas que ce sera le cas. Mais si on convoque les élections antérieures, il y a eu des bureaux de vote où il n'y avait que le bulletin du candidat du RDPC. Pardon, une minute. Juste 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Je vais te remettre mes 10 secondes après. Oui. Je voudrais dire que comme tu as parlé d'économie au début là, d'économie parce que moi, le candidat, l'État dépense peu. Je voudrais qu'on continue par le fait d'économie. Il faut un bulletin unique pour la présidentielle. On n'a pas encore établi. On n'a pas encore établi. Vous savez bien que vous prêchez dans le désert. Non, laissez-moi dire, parce qu'on n'a pas encore établi les bulletins. Est-ce que c'est pas tard? Ce que vous dites par rapport à l'analyse de Elimbi Lobé, d'accord, le RDP c'est une machine électorale, mais l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme, un peuple, on pourrait même ajouter un programme. Donc, quelqu'un qui n'a pas peut-être un appareil et autres, qui est par exemple porté par une coalition, peut créer la surprise. L'autre chose, c'est que le rapport de force de 2011 n'est pas celui de 2018. Le contexte n'est pas le même. En 2011, par exemple, les réseaux sociaux n'avaient pas encore investi le champ, l'espace public. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont se faire une religion sur le plan politique grâce aux avis qui se développent sur les réseaux sociaux. On sort peut-être par là avec vous, Georges Alain. Est-ce qu'à 2 mois des élections, on peut coller un projet de société à chaque candidat? Malheureusement, non. Et ceux qui attendent les 14 jours pour la campagne, d'ailleurs, dans d'autres pays, la campagne, le temps officiel de la campagne, c'est 1 mois au moins. Dans d'autres pays, des pays africains, si on prend le cas du Mali, 2 semaines, c'est extrêmement réduit pour faire le tour du Cameroun et autres. C'est pour ça qu'un parti politique, ou alors un candidat digne de ce nom, doit se préparer au moins 1 an à l'avance. C'est-à-dire que aller sur le terrain, rencontrer... Or, qu'est-ce qu'on voit? Il y en a qui attendent qu'on convoque le corps électoral. C'est là où vous entendez que tel est candidat, tel annonce sa candidature. Donc c'est ça qui ne rend pas assez aisé le déploiement, la lecture du déploiement de chaque candidat. Et sur la base des faits, puisque j'ai dit ici que je suis le représentant des faits, lorsqu'on dit qu'il faut une coalition, on a parlé de Macron. Macron était porté par une coalition. Il faut une coalition parce qu'en face, il y a un candidat qui a une machine et qui a quand même un certain nombre, je dirais, de supplétifs qui œuvrent pour qu'il gagne à tout prix. Nous aurons une coalition pour le vote. Sans que les règles de fair play ne soient nécessairement respectées. C'est pour ça que nous plaidons pour cette coalition. Qui peut se résumer simplement, cette mutualisation peut se résumer simplement à l'envoi des scrutateurs. C'est déjà fait. Par exemple. C'est déjà fait. Voilà, donc si ce travail est fait, je suis certain, je l'ai dit même, avant même qu'il ne soit fait, le nombre de candidats simplement, et le sérieux de certains candidats fait que
Je pense que même si le candidat de VZ vient à l'emporter, ce ne sera plus comme en 2000, ce ne sera pas avec le même score qu'en 2011. Abel Elibido, avant d'apporter une ou deux précisions sur les réactions des uns sur ce plateau, je vais vous poser la question parce que visiblement, à écouter vos analyses, vous militez pour la coalition. Alors, quel peut être l'apport de la coalition, entre guillemets, le G20, par rapport à la campagne du président de la République, Paul Biya? Sur la base de la même orientation intellectuelle, la contribution de ceux qui ont constitué le G20 est à peu près nulle. Tout simplement parce qu'ils n'ont aucun poids politique. Monsieur Jean de Dieu Moumou pèse 2 conseillers municipaux dans le Cameroun comme collaborateurs directs avec un potentiel électoral. J'entends par cela ceux qui peuvent parler avec une certaine autorité au peuple. Il n'en a que de lui-même et un de ses cousins qui viennent d'ailleurs de démissionner de son parti pour rejoindre le MRC. Donc actuellement, M. Jean de Dieu Moumou pèse un seul conseiller qui est lui-même. Et à l'UPC de... Bon, maintenant, l'UPC de Bapot, l'UPC des autres, légalement n'existe pas. Il n'y a aucun poids à attribuer à Bapot qu'on n'attribuerait pas à ceux qui ne sont pas avec lui. Le poids réel de l'UPC est connu. L'UPC pèse au Cameroun 7 maires, 20 adjoints, au total 182 élus répartis dans 10 communes. L'UPC, personne ne peut nous dire qu'elle est avec M. Bapot pour soutenir M. Biya. C'est un parti qui souffre d'une division interne. Mais passons pour revenir à l'essentiel. Et pour terminer peut-être... Je veux dire à mes amis qui sont très choqués que l'obscurantisme n'a pas construit le monde. C'est le fait de se plier aux vérités objectives qui a permis aux gens de développer des idées nouvelles. Nous avons déjà échoué les élections 15 fois. Aucun de ici ne peut me dire que oui, comme on a déjà échoué 15 fois, la 16e fois ne sera pas la même. Comme on a déjà échoué 15 fois, statistiquement parlant, la propension est à l'échec, puisque nous avons déjà échoué 15 fois. Ce qui veut dire que si nous ne voulons pas échouer la 16e fois, nous devons faire un effort spécial. La propagande, ce n'est pas la stratégie. Avoir des intimes convictions sur les plateaux de télévision que les chiffres de 2013 ne sont pas les mêmes. Mais donnez-moi les chiffres de maintenant. Vos conseillers municipaux ont changé en nombre. Peut-être même que moi, je vous ai fait grâce des conseillers municipaux que je compte parmi vos rangs, mais qui n'y sont plus. Ce qui suppose qu'aucun conseiller municipal ne s'est ajouté dans vos rangs, ils sont plutôt sortis. Donc vous vous êtes affaiblis davantage. Mais laissons ça. Revenons à ce qui est essentiel. L'élection, c'est une stratégie. L'élection, ce n'est pas les débats, les discours inutiles. La stratégie repose premièrement dans le contexte où c'est nous qui contestons la transparence des élections. Nous avons l'obligation stratégique de surveiller l'élection. Pour surveiller les élections, il faut avoir les hommes. Et quand je veux savoir si vous avez les hommes, je regarde d'abord comment vous avez fait aux élections passées. Puisque devant moi, il n'y a qu'un avenir. Et vous ne pouvez rien me dire. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez plus d'hommes demain, ou vous aurez plus d'hommes demain que vous en avez hier. Oh, hier! Hier, ne serait-ce que pour surveiller les élections. Voici ce que les données me montrent. Qu'en 2011, à l'élection présidentielle, il y a eu 24 579 bureaux de vote à surveiller. Je suis certain que vous, tout ce qui est ici, vous ne savez pas que même le RDPC n'a pas été capable de mettre un représentant. Parce que vous parlez de scrutateurs, mais les scrutateurs ne sont pas dans les commissions locales de vote. Il n'y a pas de scrutateurs qui appartiennent à un parti politique ou à un candidat. Ce qui appartient au candidat et qui a autorité dans le bureau de vote, qui va signer le procès verbal et qui va lui ramener le procès verbal, c'est le représentant. Le RDPC en a mis 23 813, soit un taux de couverture de 97%. Il lui manquait 766 bureaux de vote. Ça montre l'ampleur de la tâche. Que vous veuillez accepter ça ou pas,
quelles que soient les interprétations que vous pouvez envisager à titre de faire boomerang, ça, ce sont des interprétations. Mais pour le moment, comme Boyomo disait, les faits me disent que en 2011, sur les 24 579 bureaux de vote, le SDF, le plus fort, structurellement, parce que quand je dis que le RDPC vous dépasse, du coup, vous êtes fâché. Mais je peux aussi vous dire que... Non, laisse-moi parler. Quand tu parlais, moi, je t'ai fâché. Quand je vais aussi dire que quand vous allez vous asseoir, chers frères, parce que moi, je continue à travailler pour que vous vous asseyez. Au moment où vous allez discuter, ne faites plus comme vous avez fait les années passées, où chacun voulait envisager que les élections précédentes ne renseignent pas sur les capacités. Parce que lorsque vous serez assis, toi, Kamto, sache que, avec ton MRC, sache que le SDF pèse 42 fois le MRC. Donc quand vous allez discuter avec le SDF, ayez à l'esprit qu'il pèse 5 fois l'UDC. Ayez à l'esprit qu'il pèse 425 fois le parti Univers qui porte la candidature de Cabral Libby. Et que Cabral Libby ne pourra donc pas avoir les mêmes exigences parce qu'il n'a pas la machine. Et que si on le laisse seul, il ne peut pas faire ce combat. Mais le même aussi et son parti doit savoir que ce n'est pas Cabral Libby qui est son adversaire. Ce n'est pas le MRC qui est son adversaire. Son adversaire, c'est Biya et le RDPC qui pèse 10,5 fois le SDF. Donc, ces données nous montrent que quand le SDF est allé couvrir les bureaux de vote pour surveiller son vote, puisque c'est nous qui avons la suspicion de la fraude, il n'a été capable que de mettre 11 952 représentants dans les bureaux de vote. Il lui manquait 12 627 bureaux de vote où il était absent. Et où on peut donc frauder. Si je vais plus loin, je prends l'UDC. L'UDC était présent dans 3095 bureaux de vote. Il lui manquait 21 484 bureaux de vote. Et je voudrais dire quelque chose d'extraordinaire. Pour terminer maintenant. Pour terminer. Que je vais d'abord féliciter Cabral Libby. Après candidat, il a été le premier à faire acte d'humilité et demander que ses frères viennent avec lui, qu'ils s'asseyent dans le cadre d'une réunion que nous allons organiser la semaine-ci, qui sera organisée. J'ai demandé l'aide du président Ekindi et du président Kouemo, dont personne ne peut leur dénier leur attachement à l'idée de renverser. Laisse que je termine, s'il te plaît. Cabral Libby a déjà fait ce pas. Serge Espoir Matomba a déjà fait ce pas. Comme si la leçon venait des plus jeunes. Comme si l'humilité venait des plus jeunes. Pour reconnaître qu'ils sont faibles. Mais ce n'est pas leur objectif qui est mauvais. Ils ont un objectif auquel nous aspirons tous. Ma contribution est de faire savoir aux uns et aux autres. Et surtout à un de nos grands frères, le ministre Gaga, qui j'ai rendu visite vendredi dernier, à l'effet de le persuader de venir. Je lui ai rappelé qu'en 2011, il est sorti troisième. Avec 155 000 voix. Quand Paul Biya en avait 3,7 millions. Mais quand je lui ai dit ce qui s'est passé sur le terrain, c'est qu'il était présent seulement dans 3 341 bureaux de vote, un taux de couverture de 14%. La maîtrise du combat va donc lui échapper. Monsieur Kouvondo, c'est un combat. Ce n'est pas un exercice de propagande. Il nous faut avoir la maîtrise des outils du combat. Les outils du combat, c'est un message qui ne peut pas se disperser ou être divulgué de façon diverse. C'est pour ça que j'appelle mes frères à s'asseoir et à nous sortir dans tout ce qu'il y a de bon. Dans le programme d'Univers, Dieu seul sait que vous en avez un. Dans le programme du SDF, dans le programme du MRC, sortez-nous une petite synthèse qui va constituer le corps de l'action pendant les 7 années qui suivent, qui seront forcément des années de transition. Pour que nous tous, comme disait Takungan, il parle de coalition du peuple, ça n'a pas de sens. Mais il a dit quelque chose. L'opposition, ce n'est pas un parti. C'est l'ensemble de nous tous
qui voulons le changement. Dieu sait ce que les chiffres nous montrent que... Les chiffres nous montrent que... Et laissez que je termine par là. Oui, ce sera la dernière. Ça sera la dernière. Vous n'allez pas quand même... Non, la dernière terminaison. S'il te plaît, je finis. Oui, 30 secondes. 30 secondes. En 2007, en 2011, c'est les chiffres les plus récents. Tout le reste n'est que spéculation. Il y avait 7 521 000 inscrits. Tu sais combien votants? 4 951 000 votants. Tu sais combien d'abstentions il y a eu? 34% de ceux qui sont inscrits ont refusé d'aller voter. Ils étaient 2 570 000. Si vous les prenez et que vous ajoutez les 1 064 000 qui ont voté pour l'opposition en dispersant leurs voix, ça nous donne 3 634 000, et bien, est devant nous avec 134 000 personnes. Ça veut dire que si nous sommes conscients de ça, nous nous organisons en conséquence, et bien, les enjeux vont être, comme disait-il tout à l'heure, beaucoup plus compliqués parce que les différences sont... Donc, arrêtez de me faire un procès parce que de toutes les façons, il n'y aura que 2 camps. Merci Abel. Il y aura le camp de l'Union, le camp de l'Union et le camp de ceux qui travaillent pour que nos voix se dispersent et renforcent la position du président Biya. Tous ceux qui imaginent un camp de 3e ou de centre, ils n'existeront pas. Et nous n'allons pas vous laisser nous imposer la défaite. Parce que la victoire doit aussi nous appartenir. Elle n'est pas le propre des partis politiques et de leurs candidats. Merci, monsieur. Merci beaucoup. J'espère que vous n'allez plus prendre la parole. Pour cette consultation gratuite. On espère que l'opposition fera bon usage. Quand vous écoutez Lobet, M. Bedima, vous avez l'impression de pouvoir prendre du petit lait. Il ne devrait même pas le faire, parce que je ne lui ai rien offert. Vous êtes très... la question que je vous pose, est-ce qu'on peut s'attendre à voir votre candidat sortant, le président Paul Biya, pour séduire l'électorat à faire le tour des 10 régions du Cameroun? D'abord, avant d'arriver au niveau du tour, nous avons notre stratégie. Je ne viendrai pas dévoiler la stratégie du RDPC. Je voulais dire que l'analyse que M. Belimbi est en train de faire, peut-être Belimbi interpelle tout le monde parce que ce sont des faits, ce sont des réalités. Mais ce que vous oubliez de noter, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le RDPC a une coalition. J'aimerais, c'est parce qu'il est parti, rappeler que non. Il y a l'UNDP qui est avec le RDPC. Et si nous donnons aussi le poids politique de l'UNDP, il y a le NLC qui est avec le RDPC. Et il y a l'ANDP qui est avec le RDPC. Il y a le MDR qui est avec le RDPC. Sinon, ça, je ne cite là que les partis qui sont représentés non seulement au niveau de l'Assemblée nationale, mais également qui sont au niveau du Sénat. Le RDPC, lui, l'a connu. Lui, l'a compris. Nous avons fait une coalition, une alliance. Et d'ailleurs, ça a toujours été ça. Parce que, voyez-vous, il venait de donner ces chiffres. Le président Biya aurait pu dire en 2011 qu'il a eu plus de 80% et qu'il gouverne seul. Non, nous sommes dans la stratégie. Et le président Biya a toujours été dans la stratégie de la gouvernance participative de tout le monde. De mettre tout le monde pour que nous essayons de réfléchir. Et son analyse, pourquoi vous me demandez si je ne prenais pas du petit lait que non? Mais au moins, cette analyse-là remet les uns et les autres sur leur vrai niveau. Parce que la politique n'est pas cette campagne. Il ne faut pas croire que parce qu'on sera au niveau des plateaux de télévision, des radios, sans toutefois décliner son programme politique, sans toutefois avoir une stratégie, sans toutefois aller sur le terrain, sans toutefois aller avec les gens qui vous soutiennent, que vous allez venir comme ça et dire que vous allez gagner. Moi, je suis toujours étonné lorsqu'on me parle de Macron. C'est que nous savons tous, c'est que Macron a d'abord été à l'Élysée, au cœur même de la stratégie de François Hollande. Il était secrétaire général adjoint. Il a été ministre de l'économie. Donc Macron a su allier d'abord avec lui, ce qu'on appelle les réseaux. Parce que la politique aussi, c'est un phénomène de réseaux. Lorsque Macron a annoncé sa candidature, il ne l'a pas annoncé en 2 mois. Macron a fait le tour de la France. Et comme il disait mon ami, Macron a réussi à avoir une coalition avec les centristes. Et même tirer certaines personnes de l'UMP comme de l'autre côté. Donc on ne peut pas, et je suis d'accord avec lui, on ne peut pas faire la politique seul. On ne peut pas croire qu'on est seul, et puis on y va.
Le RDPC aujourd'hui l'a compris. Et c'est pour cela nous pouvons même dire, nous formons M. Elimbi. Vous n'y étiez pas la plus grande coalition. Nous avons avec nous l'UNDP. Vous allez aussi donner les statistiques de l'UNDP. Nous avons le MDR, nous avons l'ANDP, nous avons le FNLC, nous avons tous ces partis-là gravitent autour de nous. Alors, mais les autres ont parlé peut-être 5 à 10 minutes. Je préfère parler de mon candidat. Le président Paul Biya, quelle est sa stratégie? La stratégie, c'est de mettre tous les Camerounais ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du nord-ouest peut se passer au niveau du sud-ouest. Comme ça peut se passer au niveau du centre en ce qui concerne les faits économiques. Un pays est un construit permanent, ce n'est pas un construit statique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, comme M. Elimbi le souhaite, qu'un de ses candidats deviendrait président de la République, qu'en moins de 6 mois, il aura résolu tous les problèmes du Cameroun. Non. Le Cameroun, le pouvoir, c'est un construit permanent. Et nous pouvons dire, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de la sécurité sociale où je maîtrise mieux les enjeux, que je maîtrise mieux la stratégie. Aujourd'hui, permettez-moi quand même de vous dire que nous avons le meilleur organisme de sécurité sociale en Afrique et même au monde. Ça se passe dans votre chambre? Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, les assurances sociales sont tellement importantes que nous avons au même moment l'assurance volontaire et l'assurance obligatoire. Alors, mais c'est dit, regardez un peu ce qui se passe au niveau des finances. On reste sur la présidentielle. Oui, au niveau des finances, c'est notre programme que je vous déroule là. Regardez un peu ce qui... Pour sortir maintenant, vous sortez par là. Au niveau des finances, avec toute la réforme que le ministre Botrazi est en train de faire, regardez au niveau de la bonne gouvernance, avec ce qui se passe. C'est dit qu'aujourd'hui, le président Paul Biya, à ce qui concerne les problèmes de sécurité, peut-être que nous allons discuter, a pris la pleine mesure de la situation du Cameroun. Il a fait une coalition et les autres viennent s'ajouter. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit les 20 qui sont venus s'ajouter sont totalement nuls. Non. Alors, mais j'ai dit aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que je demande? Quand je regarde le jeune Cabral, lui, il est jeune, on ne s'attaque pas à lui. Mais je dis, il doit apprendre. Lui, peut-être qu'il va continuer à apprendre. Quand je regarde le SDF est toujours allé seul. Qu'est-ce que le SDF a fait? Quand je regarde aujourd'hui le professeur Kamto, il n'a même aucun poids politique selon les analyses de M. Elimbi. Mais cependant, et je veux dire, nous sommes en Afrique. Monsieur, nous sommes en Afrique. Pour voter chez moi à Essé, dans mon village, c'est lorsque moi, Lucien Bidima, je demande aux gens de voter, ils me suivent. Parce qu'ils ont confiance en moi. Parce que je suis un enfant du village. Parce que quand vous parlez dans les plateaux de télévision, je vais te dire, M. Cabral ne peut pas donner du savon à ma grand-mère que j'ai donné hier, et quand je lui demande de voter pour le RDPC, il va le faire. Okay. Et le RDPC est le parti le mieux représentatif et qui roule tous les jours. Nous avons commencé notre campagne pendant un an. Merci, M. Bidima. Et ça, vous le savez. Et nous continuons à associer tous les Camerounais de bonne volonté pour dire notre candidat est le meilleur. Notre candidat a le meilleur programme politique. Okay. Notre candidat est là. Ok, d'accord. Le Cameroun évolue. Je vous donne la parole. Merci, M. Bidima. Kouvondo, certainement, tout à l'heure, vous apportez un peu de bémol aux analyses de Elimbi Lobé. Oui, avant de répondre à mon frère camarade de lutte d'hier, je pense, je vais dire un mot à mon jeune frère du RDPC pour lui dire qu'il vient de révéler en Mondovision que leur politique du RDPC, c'est la politique du savon. Mais la politique que nous voulons, non, vous avez mal compris, je ne vous laisserai pas le dire. Je reviens au niveau de sa analyse. Non, je ne le laisserai pas dire. Non. J'ai bien dit que le RDPC a les meilleurs représentants. Et qu'au village, lorsque moi je m'occupe de ma mère, pour parler de ce que M. Elimbi disait, qu'il faut aller sur le terrain, et lorsque je m'occupe de ma mère ou de ma grand-mère, cette grand-mère-là écoute tout au moins ce que je lui dis et ce que je lui donne. Ce n'est pas au niveau des plateaux politiques qu'on va t'aimer. Ne me laisse pas dire ce que je n'ai pas dit. Monsieur Bidima, Monsieur Bidima, c'est Monsieur Bidima. Ne vous traquez pas des inutiles. Monsieur Bidima, le parti le mieux représenté. Monsieur Bidima, vous avez donné le fond de votre pensée et on a bien cerné. Permettez que les uns et les autres analysent également vos propos. Et je pense que c'est ce que Kouvondo essayait de faire. Allez-y, professeur. Mais monsieur, mon jeune frère du RDPC, pourquoi vous paniquez? On ne panique pas. Mais laissez-moi parler. Ne cessez de paniquer parce que vous êtes en pleine panique. Votre attitude sur ce plateau montre que vous paniquez. Et je tiens à vous dire, je suis bêtis comme vous, et fier de l'être, parce que Camerounais, les bêtis sont des Camerounais.
il vous dit, vous le EDPC, cessez de venir me voir dans la nuit pour me dire, tu fais quoi avec les autres? Voilà. Je suis Camerounais et je défends les intérêts du Cameroun et non les intérêts de Biti. Ça, c'est pour vous. J'ai envie de dire à mon frère, camarade de lieu d'hier. Pourquoi vous insistez sur hier? Parce qu'il a changé de cap. Okay. Pourquoi je le dis? Parce que le discours que tient M. Elimbi Lobé, nous l'avons souvent, on en a débattu. Mais nous sommes en face d'un adversaire. Et vous venez sur les plateaux de télévision polluer l'atmosphère de l'opinion pour dire que le peuple du changement, l'opposition, les partis d'opposition qui ont présenté les candidats sont tellement faibles qu'ils ne peuvent pas renverser. Non. La sagesse veut que le linge sale se lave en famille. C'est tant que vous faites partie encore de la famille du changement. Le discours que vous tenez, qui est pertinent, stratégiquement, tactiquement, eh bien, il devrait être tenu entre nous. Monsieur Elimbi, combien de fois nous avons tenu des réunions? Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de ça. Mais ça devait rester entre nous. C'est cela la sagesse lorsqu'on doit aller pour une bataille. Nous allons faire beaucoup de choses de ce que vous demandez. Vous avez dit tout à l'heure que Cabral Libi, vous l'en félicitez parce qu'il a pris les devants. Il a montré qu'on peut être jeune et chasse. À ce jour, il est allé vers ses aînés, vers ses congénères, candidats comme lui, pour leur faire savoir qu'il faut qu'on se retrouve, qu'on en débatte. Je peux vous dire qu'avant que Cabral Libi le fasse, nous avons tenu séance de travail et j'étais contre sa démarche. Mais j'ai trouvé pertinent les arguments qu'il a brandis pour nous convaincre, pour me convaincre, moi qui suis aîné, qu'il faut aller vers les autres candidats dits de l'opposition pour que, à défaut d'une candidature regroupée, qu'on ait au moins un accord sur la stratégie de défense du vote le jour du vote. Pour chuter, je vais dire à M. Elimbi Lobé que la compétition se joue le jour de la compétition. Je suis un inconditionnel de Cabral Libi. Sommes-nous sûrs que je voterai pour Cabral Libi ce jour-là? Je le dis pourquoi? Parce que je suis mortel. Je peux mourir avant le jour du vote. Et Cabral Libi, mon candidat d'aujourd'hui, ne bénéficiera donc pas de mon vote le jour J. Mais j'ai envie de vous dire que celui que vous croyez, vous avez proclamé déjà vainqueur, lui aussi, il est mortel comme tous les candidats, comme tous les électeurs et tous les candidats. Qu'est-ce qui nous garantit que le jour du vote, laissez-moi parler, même si je prends l'exemple le plus cynique, j'ai commencé par moi-même. Je ne parle pas de votre candidat. Nous sommes tous les 9 candidats sont mortels. On n'est pas sûr que celui qu'on présente comme ayant déjà gagné sera même encore candidat le jour du vote. C'est pour dire que les jeux sont ouverts. Monsieur Elimbi Lobé, cessons de polluer l'atmosphère. Cessons de polluer les plateaux de télévision en brandissant les faiblesses des autres candidats, en disant qu'il n'y a qu'un seul candidat fort, celui qui est au pouvoir. Non, monsieur Elimbi, sortons de là. J'ai peur. Et c'est la deuxième fois que je vous 10 secondes. Et je vous pose la question, monsieur Elimbi. Qu'est-ce que le RDPC vous a donné? Nous connaissons les Camerounais qui changent comme des pirouettes, qui changent d'avis, d'opinion. Je te soupçonne d'avoir déjà été contacté par le RDPC pour brandir haut et fort les faiblesses de l'opposition qu'on aurait pu cacher parce que c'est entre nous. C'est tant et que, monsieur Elimbi Lobé, vous êtes encore avec nous. Je commence à avoir peur de vous. Merci. Jean Takougan, la Commission nationale des droits de l'homme plaide pour une élection à 2 tours. Est-ce que cela est souhaitable pour le Cameroun, selon vous? C'est exactement parce que lorsque j'entends le représentant du RDPC brandir ses muscles, parler de leur force, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi fort et qui est si frileux. Je vous donne un exemple. Lorsque vous touchez un bon de caisse, pendant 2 semaines, les bandits vous suivent parce que vous avez encore l'encre sur votre pouce. Allez voter. Depuis que nous votons, vous sortez là-bas, vous faites comme ça, vous n'avez plus l'encre indélébile. Ils ont peur de l'encre indélébile. Vous savez comment nous on a marché? Vous savez comment nous avons marché pour avoir seulement l'urne transparente? Et ils n'acceptaient pas. On a commencé la biométrie. Ils sont d'abord partis chercher les Allemands, qui n'étaient pas candidats.
Vous comprenez, tous ceux qui avaient postulé ont été rejetés. On est parti chercher l'Allemagne pour venir nous faire la biométrie. Et ils ont arrêté la biométrie. Quelqu'un parlait de la biométrie. Voilà. Et ils ont arrêté la biométrie au milieu pour que ça n'aille pas jusqu'à la fin. Ils ont peur. Maintenant, on leur demande le bulletin unique. Ils refusent le bulletin unique. Parce qu'ils vont sortir avec, ils vont demander aux gens de sortir avec les bulletins du SDF, les bulletins du MRC, les bulletins des autres partis, et on va acheter. Vous regardez Elecam. La loi avait demandé que ce soit des gens neutres. Ils n'ont mis dans Elecam que les militants les plus zélés et les plus fanatiques du RDPC. Regardez le Conseil constitutionnel. Il y a les membres là-dedans qui signent des motions pour demander que Paul Biya se présente et qu'on le vote. Et quand on l'attaque, il dit que c'était une coquille. J'aimerais que le journaliste vous dise ce que c'est qu'une coquille. Lorsque vous écrivez Jean et vous dites que c'était Marie, ce n'est pas une coquille. Une coquille, c'est une lettre. Je suis littéraire. Lorsque vous avez quelqu'un qui est sûr de lui, mais il ne peut pas laisser la moindre transparence. Le code électoral ne peut pas être consensuel. Et dans le code électoral, il écrit que lorsque nous sortons des bureaux de vote, le seul procès verbal qui fait foi devant la justice, c'est seulement le procès verbal de son Elecam. Mais comment vous pouvez être à la fois si fort et être si frileux? Ça veut dire en clair qu'au fond, le RDPC tremble. Et il ne peut pas gagner normalement. La faute au RDPC est congénitale. Je me rappelle en 2008, lorsqu'il fallait changer la constitution à l'Assemblée, il fallait voter. Le RDPC a fraudé. Ils ont fabriqué une fausse procuration pour faire voter Aya Paul Abiné, qui avait déjà annoncé officiellement qu'il ne voterait pas et qui est rentré chez lui, pour avoir une voix. Parce qu'il faut la totalité. Il a dit ici chez eux que nous voulons prendre tout le monde. Nous voulons prendre tout le monde. Ça veut dire que la coalition avec eux, c'est la phagocytose. Ce n'est pas te laisser la moindre responsabilité. Voilà le RDPC qui est très fier d'être rentré au parti unique. Non, monsieur, vous êtes frileux. Vous avez peur. Amenez la transparence et vous verrez. D'ailleurs, tous les Camerounais savent ce que vous faites. Vous n'avez pas prononcé le mot savon, mais je sais très bien que vous pouvez discuter sur l'âge. Parce que ce que vous appelez pour le libéralisme communautaire, qui est ce que vous appelez votre projet de société, a été écrit en 1987. Depuis ce jour-là, vous n'y avez jamais touché. Donc les enfants qui sont nés ce jour-là ont l'âge de Cabral Libi. Je m'excuse, donc ils ne savent même pas ce que vous présentez aux gens. Et vous avez fini par comprendre que ça ne sert à rien. Vous êtes passé maintenant dans les slogans. Vous dites que les grandes ambitions. Au moment où c'est l'ambition qui amène quelqu'un au pouvoir, vous avez dû attendre 22 ans au pouvoir pour parler des grandes ambitions. Ensuite, vous passez les grandes réalisations. Maintenant, vous êtes aux grandes inaugurations, vous allez passer aux grandes finitions et on n'en aura plus. S'il vous plaît, soit nous allons vous battre. Attendez-nous le 8 octobre. Merci Jean Takouga. Je termine par vous sur cette question. Quelle présidentielle dans les deux régions anglophones marquées par la montée des tensions dans ces zones? Oui, je crois que c'est la grande question. Si tant est que le Cameroun a 10 régions, il faut bien que cette élection se déroule également dans le nord-ouest et le sud-ouest. Or, on a le sentiment que la tension, on va de mal en pis dans